Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Et donc nous sommes dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui au coronavirus et à la crise écologique. Et pour en parler, nous sommes avec Tim qui travaille sur marxisme et écologie. Donc bonjour Tim. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors du coup, aujourd'hui, on va centrer notre discussion autour du coronavirus et de la crise écologique à partir d'un livre, celui d'Andreas Malm qui s'appelle La chauve-souris et le capital, stratégie pour l'urgence chronique, qui est paru aux éditions La Fabrique en 2020 et qui était paru un peu plus tôt chez Verso également en 2020. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de parler rapidement de quelques différences qui peuvent exister entre les deux versions du Notamment texte. le titre et le sous-titre, c'est intéressant. Donc en anglais, c'est Corona, climat et émergence chronique. Sous-titre, le communisme de guerre au XXIe siècle. Voilà, juste pour faire sentir la différence. Oui, et alors que le titre français, effectivement, et on verra que dans le texte, parfois aussi c'est le cas, est beaucoup plus édulcoré, beaucoup moins, explicitement marxiste-léniniste. Euh, et on verra que sur d'autres aspects, effectivement, la traduction française, diminue un peu le caractère un peu marxiste-léniniste brutal du texte de Malm. Même si effectivement on perd aussi du caractère un peu percutant du texte en anglais avec la traduction française, donc on perd beaucoup de choses. Mais bref, en tout cas, c'est quand même une traduction importante qui a été réalisée rapidement et qui fournit la première synthèse, surtout en français, sur un peu les causes écologiques du coronavirus. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler d'abord, Tim, du coup, de ces causes écologiques du coronavirus qui nous permettront ensuite plus tard dans l'émission de réinscrire finalement le coronavirus dans la crise écologique globale causée par le capitalisme. Ouais, alors c'est vraiment, je pense, un des aspects importants de ce bouquin, c'est de réussir à faire comme ça une sorte de résumé synthétique et didactique et très, très éclairant de pas mal de recherches qui ont été menées avant l'éclatement de la crise du coronavirus et au début, diffusées au début de l'éclatement de cette crise, des épidémiologues, notamment certains marxistes également, qui ont pu avoir une approche de classe, approche sociale sur la question des épidémies. Bon, alors le coronavirus, c'est un type de souche virale qui est porté particulièrement par les chauves-souris. Et d'où le titre en français, c'est un chapitre du bouquin où Malm s'intéresse à la question de savoir pourquoi les chauves-souris sont porteuses de virus. Alors, notamment de celui-là, mais de beaucoup d'autres. Alors, Malm s'amuse à montrer quelle est la particularité de cet animal pour ensuite expliquer qu'est-ce que ça a à voir avec les logiques spatiales, coloniales, impériales du capitalisme. Alors, la chauve-souris, c'est un animal qui a une température corporelle très élevée, 40 degrés, et qui par cela a une résistance immunitaire très, très forte aux souches virales et peut en porter un très grand nombre sans périr immédiatement. Donc c'est une sorte incubateur de virus. Et les chauves-souris vivent en colonies très nombreuses, permettent là aussi la diffusion assez massive de ces virus au sein des colonies de chauves-souris. Et enfin, les chauves-souris vivent dans des espaces sauvages, des forêts tropicales et aux marges de ces espaces. Et de fait de leur mobilité,
peuvent servir de transporteurs de virus pour les déplacer sur d'autres espèces. Et c'est le phénomène qui s'appelle donc ce saut de virus d'une espèce à une autre, c'est ce qui s'appelle la zoonose. Alors ça arrive que les chauves-souris transmettent un virus directement à l'espèce humaine, mais souvent elles le transmettent à une espèce intermédiaire, comme c'est le cas avec le pangolin, du coup, qui sont vendus, donc des animaux sauvages qui sont vendus sur des marchés, les fameux marchés humides en Chine. Alors, pourquoi ces phénomènes de zoonose ne sont pas simplement des phénomènes entièrement naturels qui ont eu lieu en fait de tout temps depuis qu'il y a des interactions entre les espèces vivantes sur le globe, notamment l'espèce humaine et des espèces animales, mais pourquoi ça a lieu particulièrement dans l'époque actuelle? Alors, on peut observer, si on fait des petits résumés historiques de l'éclatement des pandémies, que l'humanité, loin d'avoir surmonté le risque épidémique par l'hygiène et le progrès social et technologique au XXe siècle, fait face à une accélération exponentielle en fait de l'apparition et du développement épidémique. On a, depuis les années 80 notamment, depuis une nouvelle phase du capitalisme néolibéral, caractérisée par la mondialisation, on a en fait une série d'épidémies qui sont apparues, certaines bien connues, hein, enfin voilà, je ne vais pas refaire toute la liste, mais voilà. Récemment, en tout cas, dans les années 2000, c'est une série d'épidémies de coronavirus. Il y en a eu d'autres avant, jusqu'à celle qui a pris l'ampleur d'une pandémie. Alors, ce qui s'est passé durant ces dernières décennies, c'est l'accélération des logiques de déforestation pour augmenter l'espace de terre arable pour la production intensive de biens alimentaires, notamment dans l'agro-industrie. Des déforestations massives qu'il y a eu en fait dans les zones tropicales, que ce soit au Brésil, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Malaisie, etc. C'était très souvent pour permettre des plantations massives d'huile de palme ou bien encore de soja pour la nourriture du bétail, et notamment du bœuf exporté ensuite en Europe ou dans les centres occidentaux. Alors, qu'est-ce que fait cette déforestation? Elle fait reculer toujours plus loin la frontière entre les zones humaines exploitées, habitées, et les zones qu'on peut dire sauvages, qui sont en fait des réserves de biodiversité, et notamment de ces animaux que sont les chauves-souris. Et c'est un phénomène qui est d'autant plus fort. Mal montre très bien que la déforestation, c'est pas juste le recul d'une frontière. Dans ce cas-là, la frontière resterait toujours aussi grande, hein. C'est une fragmentation des espaces de forêt primaire. On a vraiment du coup des îlots de forêt, et les contacts entre forêt primaire et espace humain en voie d'industrialisation est de plus en plus intense. Cela conduit à des possibilités de saut de virus, de zoonose, de saut de virus d'une espèce sauvage à l'espèce humaine. Mais il y a un autre facteur qui est très important dans l'éclatement d'une épidémie. C'est pas juste la zoonose comme saut d'espèce du virus, c'est surtout la diffusion rapide, efficace du virus au sein de l'espèce qui l'a contaminé, notamment l'espèce humaine. Ce qui permet en fait cette diffusion très rapide aujourd'hui, c'est l'intégration des productions d'échanges entre nature sauvage et espace humain urbanisé, l'intégration de ces zones frontières dans les circuits globaux du capital, dans la circulation rapide des marchandises et des flux humains. Et alors, ce serait intéressant, on peut avoir des repères chronologiques pour voir que, par exemple, la grande peste au Moyen-Âge a mis plusieurs années pour passer de l'Asie à l'Europe, selon les rythmes en fait, de déplacement des êtres humains et des marchandises. Et le coronavirus aura mis quelques semaines à s'étendre à toute la planète. On peut très bien dire que en fait, la contamination d'êtres humains par des virus a eu lieu dans de nombreuses époques, mais ce qui s'est passé de manière très spécifique aujourd'hui, c'est l'intégration mondiale des zones frontières entre les espaces sauvages et les espaces en voie d'urbanisation et les flux mondiaux du capitaux. Et c'est ça qui explique en fait l'accélération des phénomènes non pas de virus, mais d'épidémie, de pandémie, hein, qui est un phénomène social et historique. Alors bon, là je me suis principalement focalisé sur la question de la déforestation. La déforestation, c'est seulement un des deux leviers, un des deux moteurs de l'accélération des épidémies. C'est le moteur qui est central dans le coronavirus. On a affaire ici à la déforestation, puis intégration des marchandises prélevées des espaces sauvages dans les circuits du capital. Mais le deuxième facteur, en fait, qui est moins abordé par Mal, mais qui a été plus traité par quelqu'un comme Rob Wallace, qui est un épidémiologiste marxiste, ou par Mike Davis, qui est un militant idéologue marxiste très intéressant,
qui s'est penché sur la question des épidémies. Le deuxième facteur, en fait, c'est le développement de l'élevage intensif. Et notamment le développement de l'élevage intensif avec des cheptels d'animaux ou de volailles qui s'étendent à dizaines de milliers de têtes, voire plus, d'élevage intensif en proximité de ces zones de frontières. Et les élevages intensifs sont, on pourrait dire, des couveuses à virus. En fait, ils permettent aux souches virales qui viennent de l'espace sauvage de muter dans ces couveuses-là, de prendre des formes particulièrement dangereuses pour ensuite sauter vers les espèces humaines. Et c'est notamment le cas des virus de grippe. Les virus de grippe ont très souvent été à l'origine portés par des oies sauvages, des canards sauvages, pour ensuite arriver dans des immenses fermes de volailles où ils prennent des formes dangereuses et ensuite sautent à l'espèce humaine. Et pourquoi ils prennent des formes dangereuses dans les élevages intensifs? Parce qu'on a affaire à des animaux qui ont été sélectionnés pour avoir des rythmes de reproduction extrêmement rapides. On a des poulets qui ont des rythmes de reproduction de 2-3 semaines pour avoir l'âge adulte, qui ont des systèmes immunitaires affaiblis à cause des conditions d'élevage. Et donc, pour que le virus puisse être sélectionné dans le processus de sélection naturelle qui fait qu'un virus va devenir dominant ou va pouvoir s'étendre, il faut que le virus puisse se propager de manière très rapide. Et ça donne lieu à des souches virales qui sont particulièrement vivaces. Et le virus peut également être particulièrement mortel parce qu'il a une quantité de porteurs très très nombreuses à pouvoir contaminer. Voilà. Alors, on peut dire que le coronavirus, c'est un virus qui a été principalement causé par la déforestation, mais on a affaire à toute une autre série de virus qui peuvent apparaître, et on a eu des cas dans les dizaines dernières années, qui sont plus les grippes aviaires, grippes porcines, qui, elles, sont liées à l'élevage intensif. Et en fait, déforestation et élevage intensif, ce sont les deux manifestations sociales, on pourrait dire, deux manifestations plutôt de modèles productifs, d'une même structure économique qui est l'agrobusiness. Là, on peut localiser dans le système de production capitaliste une branche qui est l'agrobusiness et qui consiste à produire de manière hyper profitable et hyper productive des biens alimentaires, qui est la cause majeure, principale de la production d'épidémies. Et la cause de diffusion d'épidémies, elle, est liée à l'intégration de ces zones productrices dans les circuits globaux du capital. Donc là, voilà, pour faire une sorte de tableau un peu général de la chose, et on peut après revenir en détail sur certains points. Mais ce qui est intéressant chez More, et ça on peut peut-être y revenir, c'est la manière dont il développe un cadre analytique très synthétique pour comprendre cette logique. Oui, et ce qui est intéressant aussi chez MEM, c'est qu'il pointe un troisième facteur, alors qui est très lié au premier facteur dont tu as parlé, qui est la déforestation, et finalement l'augmentation, disons, de l'interface entre les humains et les espaces sauvages. C'est l'industrialisation de la chasse d'animaux sauvages, qui a joué un rôle plus ou moins important dans le cas du coronavirus, puisque effectivement les marchés humides de Wuhan, qui sont suspectés comme le point de départ un peu de la pandémie, était un marché où on vendait énormément d'animaux sauvages. Alors évidemment, Malm critique assez bien, je trouve, la culturalisation de ce phénomène des marchés humides, où finalement il s'agirait simplement de quelque chose qui serait lié aux Chinois, et donc finalement il y a toute une lecture raciste qu'on retrouve notamment chez Donald Trump, qui a fait du coronavirus un virus chinois, alors qu'en réalité ce qu'il montre, c'est que même dans le cas finalement de l'industrialisation de la chasse d'animaux sauvages, qui pourrait être lu comme une spécificité chinoise, parce que le pangolin ça n'intéresserait que les Chinois par exemple. En réalité, lui montre à quel point est-ce que, tout comme la déforestation et le développement d'élevage intensif à proximité de zones de forêts sauvages, eh bien, la chasse aux animaux sauvages fait partie pleinement de la dynamique du capitalisme et du capitalocène, on pourrait dire, et que depuis les années 70-80, il y a eu vraiment une explosion de la chasse d'animaux sauvages liée à la consommation principalement des classes dominantes et un peu des classes moyennes à travers le globe. Il faut savoir que aux États-Unis, par exemple, il y a plus de tigres dans des propriétés privées comme des ranchs que sur le reste de la planète. Donc c'est quand même un indicateur
que il n'y a pas que la Chine qui alimente un trafic d'animaux sauvages, mais en réalité, on retrouve un trafic de pangolins assez important, dont l'Allemagne serait une des plaques tournantes, les États-Unis derrière la Chine, et puis par habitant, évidemment, on pense que c'est plus important. C'est quand même le deuxième consommateur d'animaux sauvages au monde. Donc on voit bien à quel point est-ce que là le capitalisme joue un rôle, puisque auparavant, effectivement, il y avait déjà de la chasse d'animaux sauvages, mais c'était principalement pour le chasseur lui-même, d'une part, ou alors pour des marchés très restreints, alors que là, il y a vraiment eu une industrialisation de la chasse d'animaux sauvages. Et ça, effectivement, je pense que c'est quand même important de le pointer comme un troisième facteur. Et il faut évidemment dire que ce troisième facteur va de pair avec la déforestation, puisque évidemment la déforestation favorise la pénétration d'endroits auparavant difficilement pénétrables par des chasseurs, puisque voilà, ça rend plus facile la capture d'animaux sauvages, par exemple en Amazonie ou en Chine du Sud, etc., etc. Ben, je pense que tu as très bien expliqué la logique de cette troisième facteur, hein, qui est celui de la marchandisation de la nature sauvage et son intégration du coup dans les circuits de consommation mondialisés et pas juste dans les marges retardées du développement de l'industrie, etc. C'est important et il faut comprendre que cette logique de marchandisation de la nature sauvage est une logique qu'on peut dire incontrôlable, hein. Ça ne veut pas dire que la nature du coup devient un simple produit du capital, mais c'est qu'en fait elle est dans son caractère sauvage lui-même, son caractère incontrôlable, et notamment dans la propension qu'elle a à diffuser des souches virales, elle est élargie à l'espace mondial, hein. C'est-à-dire que la place du sauvage, du coup, de la nature incontrôlée, incontrôlable, investit tout l'espace mondial. Alors, ce que je trouve important, en fait, dans son analyse, et qu'on trouve rarement dans d'autres analyses, c'est de poser la question suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas résoudre le problème pandémique, épidémiologique, en éradiquant simplement cette nature sauvage, qui semble être une source de danger pour l'espèce humaine, etc. En fait, c'est un argument très abstrait et ce serait une résolution du problème très facile parce que ce sont disons, des poumons biologiques, ces forêts-là, qui sont essentielles à la régulation du climat, d'une part, mais même d'un point de vue strictement épidémiologique, la biodiversité est absolument essentielle comme barrière à la propagation de virus. Et ça, c'est un argument que Malm développe un peu avec cette idée-là, selon laquelle une zone riche en biodiversité ralentit la propagation de virus en multipliant les porteurs possibles pour un même virus, certains n'étant pas en fait, disons très, très vulnérables ou très sensibles, et du coup ça diffuse, la biodiversité diffuse l'effet de dangerosité du virus. Et en attaquant la nature sauvage, on fait tomber cette barrière en fait. Voilà, donc c'est un argument qui est important à mentionner pour comprendre ensuite un des objectifs politiques qui va être défendu par Malm et qui peut sembler paradoxal à une écologie politique critiquant la notion de nature. Objectif politique qui consiste à dire il faut préserver des espaces de nature sauvage. Il faut reforester et se retirer de certains espaces de biodiversité de nature sauvage, dont la fonction pour l'écosystème global est essentielle et dont la biodiversité, qui est entamée par l'activité humaine, est en fait une condition de protection contre les virus. Voilà, je pense que c'est une des conséquences aussi politiques de l'argumentaire qui se base sur des sources scientifiques. Oui, je mettrais juste une petite précision à ce nous devons nous retirer de ces espaces sauvages. Nous étant, on va dire globalement, la société capitaliste globale, qui ne concerne évidemment pas les populations locales qui peuvent vivre dans ces espaces sauvages entre guillemets, puisque on sait par exemple, à travers les travaux notamment de Philippe Descola, que l'Amazonie est aussi le produit d'une coproduction des populations locales. Donc évidemment, cette injonction, par exemple dans le cas de l'Amazonie, s'adresserait à tous les fronts pionniers, à toutes les entreprises brésiliennes, à toutes les entreprises de déforestation,
d'élevage d'animaux ou de production de soja, mais pas évidemment aux Indiens Guaraki ou aux populations locales, juste pour préciser voilà à qui s'adresse cette injonction à se retirer de ces espaces sauvages entre guillemets ou disons qui ont effectivement des particularités effectivement écologiques qui font que même si elles ont été quand même transformées et coproduites par les humains au travers des derniers siècles et des derniers millénaires, restent quand même d'une biodiversité, d'une autonomie peut-être aussi largement supérieure on va dire, aux forêts secondaires de France et d'Allemagne, qui sont beaucoup plus, on va dire, complètement produites, on va dire, par les êtres humains. Ouais, je pense que c'est hyper important l'argument que tu mets en avant. Parce que l'analyse de Malm en général, on aura peut-être l'occasion de le voir un petit peu aussi sur la question des luttes, des stratégies politiques, a un ton, une approche qui est quand même particulièrement eurocentrée, au sens où elle construit comme ça une dualité entre le capitalisme mondialisé et le sauvage. Dualité qui n'est pas du tout pertinente, pas historiquement valable, parce que ce qu'il appelle en fait nature sauvage, c'est des natures qui ont été habitées, qui ont été en interaction, continue en fait avec des formes de vie humaine. Et voilà, donc ce serait une vue très partielle que d'en rester à cette dualité. Et je pense on peut nuancer l'argument en disant que il ne s'agit pas de restaurer la pure nature. Il s'agit de restaurer en fait des espaces naturels qui ne sont pas réduits à leur fonction productive pour le capital ou à leur fonction productive tout court en fait, qui ne sont pas réduits à cette fonction-là. Oui, et justement, puisqu'on parle d'interaction entre humains et non-humains, entre guillemets, très différentes, voilà, est-ce qu'il s'agit voilà, de populations locales qui cohabitent depuis des millénaires avec cette nature soi-disant sauvage, et d'autre part, l'espèce humaine, disons, intégrée au capitalisme mondial, j'ai l'impression que cette distinction, elle est aussi intéressante pour comprendre les pandémies et leur historicité, parce que, par exemple, pour prendre un exemple que je trouve assez intéressant, qui est celui du sida ou celui d'Ebola, on sait qu'il y avait des cas de sida ou des cas d'Ebola auparavant, avant leur diffusion mondiale, mais elles ne touchaient que des villages isolés ou des chasseurs, donc des populations locales qui étaient coupées, on va dire, du capitalisme global. Et c'est par l'intégration de ces populations humaines au capitalisme mondial que le sida, disons le VIH, d'un virus qui touchait des populations humaines très localisées est devenu une pandémie, parce que dans ce cas-là, effectivement, la contamination entre humains est très importante. Par le biais du développement d'une infrastructure mondialisée, a pu voilà, s'étendre à toute la planète dans les années 1980 et jusqu'à aujourd'hui. Et dans le cas d'Ebola, c'est par le fait que dans les années 2010, et notamment par le biais de la déforestation, de la pression de l'agrobusiness sur des forêts de plus en plus reculées, eh bien, ces villages relativement isolés qui connaissaient des cas d'Ebola depuis les années 60-70 ont fini par se retrouver intégrés alors au capitalisme global, mais disons au moins au capitalisme régional à l'échelle de l'Afrique du Sud, de l'Ouest, que effectivement, on va dire ces sauts d'espèces, disons qui avaient une incidence très localisée, ont fini par devenir des pandémies. Et c'est là qu'on voit que finalement le capitalisme produit des pandémies de deux façons. D'une part, en ce qu'il favorise des sauts d'espèces, donc parce qu'il favorise voilà le contact entre notamment des chauves-souris et des animaux, disons, qui vont permettre au virus de se répliquer et ensuite d'atteindre les êtres humains. Et aussi parce qu'il va favoriser effectivement la propagation mondiale de ces maladies, puisque par exemple, pour donner un exemple un petit peu plus ancien, qui est celui du choléra, qui a été la grande épidémie au 19e siècle, on sait que c'est parce qu'il y a eu une colonisation foncière d'une partie du golfe du Bengale par les Britanniques au 19e siècle qu'il y a commencé à y avoir des cas de choléra.
Mais au début, ces cas de choléra étaient extrêmement localisés et touchaient uniquement les paysans que les colonisateurs britanniques avaient envoyés sur ce front pionnier. Alors, je disais 19e siècle, mais disons que ça commence déjà au 18e siècle. Mais c'est une fois que cette zone frontière va commencer à être reliée aux circuits globaux du capital par le chemin de fer, les bateaux vapeurs, etc., que le choléra va pouvoir devenir une véritable pandémie mondiale. Même si effectivement, tu faisais remarquer à très juste titre que déjà cette pandémie capitaliste, on peut dire que le choléra, c'est peut-être la première pandémie capitaliste, puisque la peste, du coup, ça précède le capitalisme. C'est plutôt lié, disons, au commerce pré-capitaliste. Eh bien, cette première pandémie, elle avançait quand même beaucoup plus doucement, puisque même si, effectivement, les bateaux vapeurs vont quand même relativement vite par rapport aux bateaux à voile, ce qui faisait que, par exemple, beaucoup de maladies tropicales, comme par exemple la fièvre jaune, ne pouvaient pas se diffuser à l'Europe, puisque quand elles étaient ramenées par, disons, des voyageurs européens ou des marchands européens d'Asie en Europe, le temps de la traversée était tellement long qu'en fait, les gens mouraient sur place et donc finalement, ça n'avait pas le temps de contaminer l'Europe. Alors que là, effectivement, avec l'accélération de la vitesse du transport maritime au 19e siècle avec les bateaux à vapeur, là, il va y avoir possibilité de transmission à des nouveaux espaces, donc l'Europe, puis l'Amérique du Nord, voilà, dans les années 1830 par exemple. Mais là, évidemment, on est passé à un nouveau stade, comme le dit Malm, disons de ce transport fossile, de ce transport propulsé par des énergies fossiles. Au 19e siècle, le charbon et aujourd'hui surtout le pétrole. Et évidemment, aujourd'hui, on est sur des rythmes beaucoup plus importants. Là où le choléra se déplaçait, disons, d'un point à un autre en quelques semaines ou en quelques mois, évidemment, aujourd'hui, ça peut être en quelques jours, voire en quelques heures. Le cas du SRAS au début des années 2000 était assez spectaculaire là-dessus. En quelques jours, on le retrouvait déjà aux quatre coins du monde. Je pense que ce qui est particulièrement éclairant dans l'analyse que Malm fait de cette double logique de production des épidémies, à la fois du côté de la déforestation, etc., et du côté ensuite de l'accélération des flux des personnes et des marchandises, c'est de mettre en lumière les deux facteurs que sont le facteur du côté de le processus de production et le facteur qui relève du processus de circulation du capital. Le premier consiste en fait, comme on l'a vu, à favoriser l'émergence de zoonoses, et le second consiste à accélérer du coup la transmission des virus. Et je trouve que Malm donne un schéma qui est très, très intéressant, qui est celui de la double extension spatio-temporelle de l'appropriation d'espaces naturels pour les marchandiser, etc. Et compression spatio-temporelle de la circulation. Et que cette croisée-là des deux facteurs est la recette miracle pour produire des pandémies. Et si on étudie un peu comme tu as commencé à l'indiquer, les deux moteurs de cette extension, d'une part de la production et la compression de la circulation, les deux moteurs reposent en fait sur ce que Malm appelle dans un autre ouvrage le capital fossile. C'est d'une part la recherche de ressources fossiles qui conduit à l'extension spatio-temporelle de l'appropriation. C'est elle également qui permet cette extension spatio-temporelle avec des outils toujours plus performants pour la réaliser. Et bien évidemment, c'est le moteur principal de l'accélération du flux des marchandises, notamment par le transport et l'aviation. Et ça peut nous amener à nous interroger sur la structure commune, en fait, des deux crises que sont la crise d'une part du coronavirus ou des crises épidémiologiques en général, et de la crise climatique qui est causée directement par le capital fossile. On pourrait dire qu'on n'a pas ici une seule crise, on a deux facettes de la crise écologique. On ne peut pas dire que la crise épidémiologique est la conséquence, l'effet de la crise climatique. On peut à la limite dire qu'il y a quelques éléments de la crise climatique, comme l'augmentation de la température, la désertification de certains espaces qui pourraient favoriser des crises épidémiologiques. Mais en fait, le lien est différent. On a plutôt une même logique capitaliste d'appropriation de la nature et d'accélération des flux qui donne lieu
d'une part à la crise épidémiologique et d'autre part à la crise climatique. On pourrait dire qu'on a une forme de causalité commune qu'on a l'habitude d'appeler comme ça dans les recherches critiques sur l'écologie le capitalocène, qui me semble important. Ça aussi, c'est de voir les différences dans les réponses qu'on apporte à ces deux crises. Et juste encore, avant d'aborder peut-être cette question avec toi, le modèle que Malm emploie pour penser cette double logique-là de la production par extension spatio-temporelle et de la circulation par compression spatio-temporelle, c'est un modèle assez intéressant emprunté aux études écologiques critiques, qui est celui de l'échange inégal, échange écologique ou échange énergétique inégal entre les centres et les périphéries du capitalisme mondial. C'est que finalement, la logique générale d'appropriation de la nature au sein du capitalisme est structurée par une captation des ressources et des énergies par les centres capitalistes industriels et une externalisation des dommages, des externalités négatives sur les périphéries. Et Malm voit d'une certaine manière le déclenchement des épidémies comme une manifestation de cet échange écologique inégal où la nature des périphéries va être captée, intégrée dans les flux du capitalisme mondial, mais pas de manière homogène, pour nourrir la croissance productive de plus-value des centres du capitalisme. Et qu'ensuite, dans la gestion de l'épidémie, il est assez clair que l'avantage productif de ces centres du capitalisme leur permettra de résoudre plus rapidement le problème sanitaire, tandis que les pays des périphéries vont en souffrir de manière beaucoup plus longue et durable. Oui, c'est intéressant effectivement de pointer finalement la différence entre les centres capitalistes et les périphéries par rapport au coronavirus, qui recoupe partiellement mais pas complètement, et c'est là l'intérêt, je pense, d'une comparaison assez fine entre coronavirus et dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on peut dire que dans les deux cas, en dépit des apparences, ce sont bien les centres capitalistes qui sont responsables des pandémies et du dérèglement climatique, même lorsque la déforestation ou la chasse aux animaux sauvages ou l'élevage industriel se passe dans les pays, dans les périphéries, et de même lorsque les émissions de CO2 se passent dans les périphéries. Et c'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, finalement, ce qui conduit à la déforestation en Indonésie, en Malaisie ou au Brésil, ce qui conduit au développement d'élevage porcin, par exemple, en Malaisie, ce qui conduit au développement de l'agrobusiness, des productions de soja et de bœuf au Brésil, et enfin ce qui conduit à l'industrialisation de la chasse aux animaux sauvages, c'est bien une demande des pays capitalistes centraux et particulièrement de leur classe dominante et de leurs entreprises. Et de la même manière, c'est bien les émissions de CO2 industrielles, par exemple en Chine ou au Vietnam ou au Bangladesh, etc., sont en partie liées à des productions qui vont être ensuite exportées vers ces centres capitalistes. Ce qui fait que on a l'impression, d'un point de vue justement occidentalo-centré, que ce sont finalement les périphéries capitalistes qui, par une sorte d'inconscience écologique, produisent à la fois des pandémies et le dérèglement climatique, alors qu'en réalité, c'est par la demande des pays capitalistes centraux que à la fois on a une déforestation massive dans ces pays, une industrialisation de la chasse aux animaux sauvages, le développement d'élevage industriel, et puis qu'on a évidemment des émissions de CO2 très importantes, même si évidemment il ne faut pas tout ramener à cette division internationale du travail et disons à des rapports inégaux entre capitalismes nationaux, mais c'est quand même une dimension très importante. Et dans les deux cas, c'est que au final, ce sont ces pays des périphéries qui souffrent le plus des éclosions de pandémies, puisque les pandémies vont principalement éclore dans ces pays, donc que ce soit Ebola pour l'Afrique de l'Ouest, que ce soit une fièvre porcine en Malaisie il y a quelques années, que ce soit le MERS, qui était un coronavirus plutôt dans la péninsule arabique, etc., etc. Et de même, le dérèglement climatique va principalement toucher ces pays des périphéries, en tout cas beaucoup plus que par exemple l'Europe ou l'Amérique du Nord. Mais effectivement, comme le pointe Malm, il y a une différence.
Ouais, différence dans les effets des deux phénomènes. Ce qu'on peut observer, c'est que malgré la localisation des émergences des épidémies dans les marges productives du capitalisme, leur diffusion s'est fait au départ dans les centres, et notamment dans les couches de la population de ces centres, au départ, hein, de manière beaucoup plus rapide, notamment alors les pays les plus touchés, c'était les pays d'Europe occidentale, les États-Unis, pour ensuite se diffuser vers les pays les moins intégrés, ou un peu moins intégrés, et pour se diffuser dans les couches de la population qui ne sont pas intégrées de même manière dans les flux de personnes mondiaux, dans le tourisme à grande échelle, etc. Cela peut expliquer, d'après Malm, une réactivité assez forte des États en question, donc les États centraux occidentaux, face à la crise du coronavirus, contrairement au laisser-faire, à une sorte d'inertie ou on pourrait dire, de latence très forte face à la question climatique. Car finalement, les effets des catastrophes climatiques touchent déjà en priorité les pays qui sont plutôt situés dans les zones tropicales, équatoriales, que dans les zones tempérées. Hein, les effets sont beaucoup plus graves et dramatiques au niveau de la sécheresse et des catastrophes, des phénomènes particulièrement violents. Bon, même si on a vu qu'aux États-Unis, on avait aussi des effets violents au niveau des incendies et des sécheresses. Mais ça serait un des premiers arguments qui permet d'expliquer une différence des réactions, des réactivités des États capitalistes aux deux crises. Une autre différence que je trouve particulièrement intéressante, mise en avant par Malm, c'est les logiques politiques qui permettent ou entravent les actions face à ces deux crises. Euh, Réagir à la crise épidémique peut et doit se faire dans la logique actuelle des choses par un contrôle des populations au niveau national, hein, si je prends la logique de l'État. C'est-à-dire que l'État a un intérêt direct, à la fois pour des questions sanitaires, mais aussi pour des questions économiques, à prendre, disons, des mesures au niveau national, à contrôler ses frontières, à renforcer les appareils de sécurité, à renforcer les appareils de contrôle. Or, ces mesures qui s'avèrent dans l'immédiat assez efficaces pour courber la vague, aplanir la vague, pardon, ce sont des mesures qui s'inscrivent dans la droite ligne de tendances politiques déjà présentes avant l'éclosion de l'épidémie. Une tendance à, disons, un renforcement d'un libéralisme autoritaire qui concentre le pouvoir de contrôle des populations à l'échelle nationale, etc. Tandis que les mesures efficaces à prendre pour faire face aux crises climatiques ne sont pas avant tout au niveau national, ne se jouent pas avant tout au niveau national. Hein. Ce sont des catastrophes qui dépassent largement les frontières au niveau de leurs effets, au niveau de leur logique et de manière plus forte et plus immédiate que dans le coronavirus. Et c'est ça qui explique en partie pour Malm une sorte de laisser-faire plus grand. On a d'autres raisons qu'on pourrait évoquer, mais je pense que cette idée-là que les mesures sanitaires peuvent renforcer des stratégies nationalistes, autoritaires préexistantes est assez éclairant pour comprendre la rapidité avec laquelle l'État a réagi. Oui, oui, et Malm invoque un autre facteur, même si je pense qu'il n'est pas complètement convaincant, mais je pense qu'en partie il est convaincant, c'est que dans le cas du dérèglement climatique, effectivement, les premières victimes vont être les populations précarisées des périphéries, alors qu'effectivement, dans le cas du coronavirus, les populations qui vont être le plus touchées vont être les populations blanches âgées, qui, bon, d'une part, sont quand même des populations relativement privilégiées à l'échelle globale, et qui, d'autre part, en plus, sont des populations qui forment souvent une part importante de l'électorat des partis au pouvoir. Donc, évidemment que, voilà, ça. Mais effectivement, de toute façon, la différence de réponse s'explique sans doute principalement par le fait que l'État capitaliste autoritaire national peut faire quelque chose contre la diffusion du coronavirus, mais pas évidemment lutter contre ses causes, uniquement lutter contre ses effets nationaux ciblés, enfin, contre ses effets dans le cadre d'un État-nation, mais qu'effectivement il ne peut rien faire contre le dérèglement climatique qui n'aille contre la logique même du capital. Et donc, dans les deux cas, finalement, l'État capitaliste ne s'attaque pas aux causes même des pandémies, d'une part, et du dérèglement climatique, d'autre part, mais il peut
quand même sans s'attaquer à la dynamique du capital, enfin en tout cas sans toucher à ses fondements même, s'attaquer aux effets localisés dans le cadre d'un État-nation des pandémies par des mesures voilà de confinement, de quarantaine, de fermeture des frontières, etc. Alors qu'il ne peut pas faire ça avec le dérèglement climatique, il ne peut pas empêcher, disons, un ouragan de passer sa frontière, par exemple. Je pense que effectivement, un des modèles les plus intéressants dans ce bouquin pour comprendre le déploiement des crises écologiques et les réponses qu'on peut y apporter politiquement, c'est cette distinction entre la lutte contre les symptômes, contre les effets de ces crises, et la lutte contre les causes structurelles, les causes profondes de ces crises. Et pour remettre en place un peu cette double dimension là, des crises écologiques sous leurs symptômes et sous leurs causes, Malm essaye à la fin du chapitre 2 de faire un peu une analyse de la dimension sociale, la dimension de classe des crises écologiques. Et alors, il se rapporte à un modèle théorie de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles qui a été proposé par des chercheurs avant pour montrer que l'impact d'une catastrophe naturelle, d'une crise naturelle, si on peut dire ça comme ça, comme par exemple l'ouragan Katrina et les inondations auxquelles avait donné lieu, l'impact d'une telle catastrophe est de part en part social. Les personnes les plus vulnérables sont les personnes qui sont soumises à la domination la plus forte du capital, et les personnes qui sont du coup dans des positions de dominantes peuvent s'en tirer, ont des solutions. Alors avoir accès à des meilleurs systèmes de soins, pouvoir dépenser de l'argent pour se mettre, disons, des lieux de vie protégés, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui est assez large par rapport à la question du risque, du risque écologique et la réponse sociale. Mais dans les crises écologiques contemporaines, on n'a pas simplement affaire à des crises dont les effets sont, disons, différenciés selon une logique de classe. On a affaire à une crise dont les causes sont le produit de la domination même de cette société de classe qu'est le capitalisme. Et c'est le cas à la fois pour la crise climatique et c'est le cas à la fois pour la crise du coronavirus. Ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc on a ici on pourrait dire une double relation entre le système social dans lequel on vit et la crise écologique. Comme tu le dis, les politiques actuelles se contentent de combattre les symptômes parce qu'elles peuvent en partie le faire sans remettre en question les fondements de l'accumulation de survaleur, de profit. Alors certes, le combat des symptômes du coronavirus, par exemple le confinement. Le confinement, c'est une mesure qui vise à lutter contre le symptôme, qui est la diffusion de la maladie au sein des populations. Un impact économique très fort, mais un impact qui est temporaire et qui est voué à une reprise de l'économie, qui est d'ailleurs mise en place pour permettre cette reprise par la suite. Tandis qu'une lutte contre les causes, elle, remettrait en question la logique même de production qui est guidée par l'appropriation de profits. Et sur ce point, les États capitalistes ne vont pas mettre en place des mesures par eux-mêmes pour lutter contre ces causes. Absolument rien n'est fait pour lutter contre les causes des épidémies, c'est-à-dire pour lutter contre... En ce moment, aucun débat public, aucune mesure politique, aucun plan d'action ne pose la question de la déforestation ou de l'agrobusiness. Et on est dans une contradiction profonde parce qu'on dépense du coup la totalité de l'énergie politique à réfléchir sur le traitement des symptômes pour se retrouver dans 2 ans, dans 3 ans avec une nouvelle épidémie, dans une sorte de temporalité de crise écologique cyclique. Malm invite à penser l'action politique révolutionnaire. Alors on verra ce que ça veut dire pour lui, révolutionnaire, mais en tout cas une action politique qui n'est pas menée par l'État capitaliste dans les intérêts de la classe capitaliste, mais par la classe prolétaire pour l'émancipation de toutes et tous. Une telle politique doit non pas substituer une politique des causes à une politique des symptômes, mais rajouter une politique des causes à une politique des symptômes. Déplacer un peu la focale. Ça, je pense que c'est un argument qui est assez important dans la crise du coronavirus, au sens où aujourd'hui, la réflexion politique est avant tout focalisée sur
les mesures à prendre pour protéger les populations dans l'immédiat, mais ce sont que des mesures on pourrait dire, palliatives. Oui, c'est là où la critique de Malm de la gauche est assez percutante dans son livre, c'est-à-dire qu'il critique finalement le fait que la gauche effectivement a bien mis en avant le fait que les politiques d'austérité néolibérales faisaient en sorte que les populations qui allaient être le plus touchées par les épidémies et les pandémies, en l'occurrence le coronavirus, étaient les populations racisées, prolétaires, sans papier, etc., etc. Mais pour autant, effectivement, à gauche ou même à l'extrême gauche, il y a rarement eu de critique de la production même structurelle de pandémie par le capitalisme. Ça s'explique, à mon avis, par deux raisons. Et la première, c'est évidemment que les débats à gauche et même dans une partie de l'extrême gauche sont des débats très centrés sur un État-nation, sur la conduite d'un État-nation, et donc penser uniquement en termes, par exemple, de politique sanitaire et pas du tout à une échelle globale, de remise en cause de l'échange écologique inégal et pathologique, comme l'appelle Malm. Et puis la deuxième raison, évidemment, c'est le fait que l'essentiel de la gauche n'entend pas remettre en cause profondément le mode de production capitaliste, qui est à la racine même du dérèglement climatique. Oui, je pense également que, d'une certaine manière, il est difficile de penser la constitution d'un sujet politique, d'une subjectivité politique qui s'attaque aux causes. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Qui s'attaque aux causes des crises écologiques. Tandis que pour les symptômes, c'est quelque chose qui est assez frappant de voir que certaines personnes particulièrement soumises à la domination capitaliste sont aussi du coup impliquées dans leur vécu par ces crises et du coup peuvent se constituer en sujet politique pour combattre les symptômes. Ce sont bien évidemment ces personnes-là, les personnes racisées, les personnes prolétarisées, les petits paysans, etc., en marge de l'agro-business, etc., qui constituent le sujet politique écologique, peut avoir une sorte d'ambition révolutionnaire. Mais que cette ambition révolutionnaire n'existe pas de manière immédiate dans le vécu. Elle passe par une réflexion qui doit être menée collectivement sur les causes du problème. Moi, je pense que c'est comme ça que je vois la chose. Une des critiques qui a été adressée à Malm par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que on a l'impression dans le livre de Malm que à la fois il y a des velléités très volontaristes de il faut un État, il faut un communisme de guerre, etc., etc. Donc des choses dont on va parler et qu'on va critiquer un petit peu plus tard. Mais en même temps, qu'il pense que ce qui va entraîner entre guillemets un soulèvement généralisé contre le capitalisme, ça va être, disons, une crise climatique ou pandémique tellement violente que ça provoquera finalement une crise sociale, économique, écologique globale qui poussera, disons, les classes dominées à s'attaquer au capitalisme. Et on a l'impression effectivement que finalement, Malm, en articulant à la fois une espèce de volontarisme léniniste et une espèce finalement d'objectivisme et de déterminisme, finalement retombe dans ce qu'il y avait de pire dans la théorie marxiste du début du XXe siècle, c'est-à-dire bon, à la fois le léninisme et son caractère avant-gardiste et autoritaire, et d'un autre côté une forme voilà, d'objectivisme et d'économicisme, voilà, qui tombe dans une forme de déterminisme qui pousse un peu à l'inaction politique en attendant d'une certaine manière le grand soir climatique ou pandémique qui entraînera un grand soir économique et donc un grand soir social. Voilà, la manière dont tu formules la chose est très 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 juste. Et savoir est-ce que Mal n'est pas en train ici de défendre un catastrophisme stratégique, au sens où il insisterait d'autant plus sur l'ampleur de la catastrophe et l'urgence d'action pour légitimer un projet qui serait celui en fait du communisme de guerre, comme il l'appelle, dans une tradition qui est celle du léninisme, qu'il renomme léninisme écologique. Alors, avant qu'on aborde directement ce point, je pense que c'est important de prendre conscience que Malm, contrairement à d'autres théoriciens de l'écologie politique, théoriciens marxistes de l'écologie politique, n'est pas un partisan d'une théorie de l'effondrement. C'est-à-dire une théorie qui consisterait à dire que l'aggravation des crises du capitalisme par
le facteur de crise écologique conduirait à un effondrement nécessaire, inéluctable du système qui ferait une table rase pour reconstruire ensuite une société émancipée, etc. Alors ça, c'est une théorie qu'on trouve beaucoup plus dans une autre école de l'écologie marxiste, dont le représentant actuel, c'est Jason Moore, qui pense du coup la crise écologique comme un facteur aggravant de la crise économique. Alors, je pense que dans ce bouquin, Malm concède qu'il y a bien quelque chose de ce genre-là. On voit que la crise du coup de la Covid conduit à impacter très fortement les économies, à les plonger dans une période de récession en impactant à la fois la production et la demande. Mais il ne faut pas perdre de vue que leurs effets sont bien plus larges que des effets économiques, qu'elles touchent avant tout la vie des gens, hein, des gens qui ne sont pas forcément productifs pour le capitalisme. Et il ne faut pas perdre de vue également que la crise, l'aggravation de la crise économique ne signifie en aucun cas un effondrement automatique des rapports sociaux de domination. Au contraire, hein, l'aggravation d'une crise, la logique de la crise peut donner lieu à une refonte des rapports sociaux qui permettent de relancer l'économie sur la base d'une domination beaucoup plus violente. Par exemple, avec la reconfiguration du travail à domicile qu'on observe actuellement, le renforcement des logiques de sécurité qui visent à mater toute tentative d'insurrection, etc. Je pense que du coup, Malm n'est pas partisan du tout d'une théorie de l'effondrement et il fait une critique assez tranchante de la volonté de voir dans la crise écologique un facteur d'effondrement des sociétés qui serait en fait dans toute l'histoire de l'humanité un facteur récurrent comme ça du changement de civilisation et que ce serait aujourd'hui l'époque dans laquelle ça se passerait. Il insiste sur le fait que finalement le capitalisme est un rapport social dont la domination est structurée d'une manière telle qu'elle continuera à s'imposer jusqu'à un point où la survie entière de l'espèce humaine sera potentiellement détruite. En tout cas, ce ne pourra plus se produire dans des conditions durables. Donc, en fait, si on attend l'effondrement, on remet en question les conditions de vie de l'humanité sur cette Terre. Que l'urgence d'agir précède en fait l'imminence d'un effondrement. Donc c'est comme ça que je répondrai à ta critique, pour redonner un peu de poids à l'argumentaire de Malm, que je trouve pas du tout inintéressant sur cette question. Maintenant, la manière dont il pense le déploiement d'une action politique pour transformer cette crise écologique, économique du capitalisme en un levier de son dépassement, la stratégie politique qu'il défend est en fait tout à fait questionnable puisqu'elle donne le rôle central non pas aux sujets politiques, à des sujets politiques bien identifiés, mais à l'État, dont il faut reprendre la main pour en transformer la fonction, d'un État capitaliste à un État révolutionnaire. Et voilà, je pense qu'on peut un peu réfléchir sur la pertinence de ce projet politique, sur sa faisabilité et sur ses dangers. Ce que Malm appelle le léninisme écologique. Oui, et d'ailleurs, sur la question de l'État, donc évidemment, Malm est dans un modèle léniniste assez dur, où finalement, c'est vraiment à l'État de prendre des mesures révolutionnaires, ce qui laisse complètement dans la passivité les classes dominées qui voilà, sont simplement des pions éventuellement de cet État. À la limite, il dit même que n'importe quel État, là où il est en dissonance par rapport à même l'orthodoxie léniniste, c'est que pour lui, n'importe quel État devrait prendre des mesures autoritaires contre le capital producteur de pandémies et de dérèglements climatiques, y compris un État bourgeois. Donc lui, il abandonne même l'idée qu'il faudrait transformer l'État bourgeois en un État prolétarien, ce qui, d'une certaine manière, est un petit peu plus cohérent, parce que l'État prolétarien, on l'a jamais vu historiquement. Disons qu'il a même plus l'ambition léniniste affirmée mais jamais réalisée d'une abolition à terme de l'État. Je pense qu'effectivement, il faut séparer deux choses. Je pense qu'il a conscience de la nécessité de faire pression telle sur l'État bourgeois pour qu'il change de fonction, que l'État bourgeois capitaliste devienne un État au service de l'émancipation humaine. Enfin voilà.
et que ce sera jamais. Bon, je pense qu'il est quand même assez clair sur le fait que l'État capitaliste, en tant qu'État capitaliste, ne prendra pas les mesures nécessaires pour transformer la crise des symptômes en une crise des causes. Mais du coup, ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est une sorte de pression populaire par le bas, si intense que cette transition soit nécessaire pour l'État. Alors là, est-ce que c'est faisable? Ça, c'est encore une question. Mais comme tu le dis très bien, nulle part dans le livre n'apparaît la question du dépérissement de l'État. Et je pense que la raison pour cela, c'est que Malm pense qu'on ne pourra se passer de l'État qu'au moment où on aura résolu la crise écologique. Et ça, c'est un moment repoussé extrêmement loin dans une histoire humaine futuriste, parce que ce dépassement de la crise écologique, ce sera non seulement le fait d'abolir les bases productives destructrices actuelles, mais aussi de réparer les destructions déjà faites. Et que ces deux phases, l'abolition d'un mode productif destructeur et la réparation des dégâts causés à la biosphère, nécessitent, selon lui, des mesures d'État verticales et quasi autoritaires, du fait de l'urgence. Toujours l'urgence comme justification de l'autorité de ces mesures à mettre en œuvre. Oui, et c'est là qu'on retrouve voilà un vieux topos léniniste dans le sens où ce sont voilà les circonstances. Alors dans le cas de Lénine, c'était la guerre civile, la menace d'agression impérialiste, la nécessité d'accumuler des forces productives pour permettre la transition au communisme, etc. Qui justifiait voilà le maintien d'un État dictatorial. Alors qu'effectivement là voilà c'est carrément la transition écologique, ce qui du coup voilà dure encore plus longtemps parce que lui il estime qu'il faudra voilà des décennies voire des siècles pour enlever à travers tout un appareillage technologique tout le CO2 qu'il y a de l'atmosphère et revenir disons à une concentration en particules par million de CO2 dans l'atmosphère voilà comme à l'ère pré-industrielle. Donc effectivement on est dans un horizon très lointain. Mais ce que je trouve assez voilà très critiquable pour le coup dans le début de son chapitre communisme de guerre, c'est le fait que alors effectivement tu as raison de nuancer ce que j'ai dit, mais il me semble que un des problèmes quand même fondamentaux, c'est que finalement pour lui il n'y a que deux alternatives. C'est soit l'État avec des mesures autoritaires, coercitives contre le capital producteur de pandémies et de dérèglements climatiques, et d'autre part, une espèce d'anarchisme fantasmé que soi-disant il aurait fréquenté au début des années 90, et on veut bien le croire que ce type d'anarchisme existe, effectivement il existe, mais disons qu'il réduit l'anarchisme à une forme d'anarchisme altermondialiste et individualiste qui consiste à faire des AG et à dire à tout le monde qu'il peut faire ce qu'il veut. Et donc voilà, il a une vision très caricaturale de l'anarchisme et il n'envisage pas du tout le fait qu'il peut y avoir des mesures coercitives vis-à-vis du capital qui peuvent être prises, pas dans le cadre de l'État, mais dans le cadre d'insurrection populaire. On sait très bien que historiquement, il y a eu des cas où, par exemple, je ne vais pas refaire l'histoire de l'anarchisme ici, mais par exemple en 1936, eh bien, les anarchistes ont imposé la collectivisation des terres aux grands propriétaires terriens et ils leur ont pas dit faites ce que vous voulez, voilà comme dans la vision un peu caricaturale que Malm propose à partir d'un livre d'un auteur qui est rattaché à l'anarchisme, c'est-à-dire James Scott, et l'idée que finalement l'anarchisme ce serait simplement l'abolition des feux rouges, ce qui est quand même une vision extrêmement réductrice, alors que, enfin, au contraire, dans le cadre d'insurrection historique, l'anarchisme, notamment dans sa variante communiste libertaire, a souvent été capable, voilà, d'imposer certaines mesures au capital, voire de l'abolir complètement, dans le cadre assez limité, certes, de l'Aragon en 1936-1937. Et donc que effectivement sa critique de l'anarchisme et en revers son apologie de l'État comme seul sujet politique capable de prendre des mesures immédiates et radicales contre le capital producteur de pandémies et de dérèglements climatiques, finalement voilà, elle repose sur voilà une vision complètement fantasmée et très réductrice de l'anarchisme. Et cette vision fantasmée, en fait, elle est fondée chez lui par une sorte d'anthropologie individualiste tout à fait contestable, hein, qui du coup naturalise
les comportements humains auxquels le capitalisme nous contraint comme étant des données comme ça indépassables et qui justifient du même coup l'État comme la seule structure possible pour prendre en œuvre des mesures collectives qui contraignent l'intérêt individuel. Et alors il donne des exemples comme ça, notamment sur les restrictions de la consommation ou alors, on a le fait de vouloir, par exemple, restreindre l'accès au transport, par exemple, moins prendre l'avion, consommer de manière végane. Alors, c'est intéressant parce que dans le bouquin anglais, Malm parle de mandatory veganism, c'est vraiment un véganisme impératif et obligatoire. Formulation qui a été édulcorée, comme on a regardé à l'instant dans la traduction française, comme un tournant vers le véganisme. Ouais, un virage global vers le véganisme serait sans doute l'aboutissement le plus salutaire pour tous. Alors Donc c'est pour vrai Malm, un qu'effectivement, virage, non, ça n'existe pas. Un virage, c'est un truc qui s'opérait comme ça de manière immanente. Pour Malm, il faut un État qui impose en fait cette restriction. Parce que selon lui, les nouvelles normes des pratiques ne sont jamais que des choses qui ont été imposées par le haut, qui ont ensuite été, sous forme de contraintes, intégrées dans les pratiques individuelles, puis finalement transformées comme des habitudes. Et une fois qu'elles ont été comme ça transformées par le haut comme des habitudes et incorporées, alors elles peuvent être considérées comme naturelles. Mais c'est toujours l'État qui est comme ça l'instance qui, par le dessus, va transformer les conduites. Et ça, c'est une conception qui est celle de la pure hétéronomie, le fait d'être soumis à une autorité extérieure sans laquelle les êtres humains ne seraient pas capables de s'organiser autrement que pour leur intérêt individuel. Et c'est un argument qui est en fait sous-jacent à sa justification du projet politique léniniste, qui moi me semble assez faux et dangereux. et d'ailleurs qui se rapproche un petit peu du type de justification de l'État qu'on trouve dans Imperium de Lordon, où finalement la seule forme, disons, de transcendance des intérêts individuels serait justement l'État, et qu'il y aurait pas il pourrait pas y avoir de commun de dépassement justement des intérêts individuels et de formation d'une sorte d'intérêt général en dehors de l'État. Et on pourrait même, je vais être un peu provocateur, mais dire que son anthropologie, et notamment la question de l'État comme seul capable finalement de mettre fin à une crise écologique, ça se rapproche un peu des positions de Jared Diamond là-dessus, qui finalement dans son livre Effondrement, le seul modèle positif qu'il donne, c'est l'État autoritaire japonais du shogunat au XVIe, XVIIe siècle, qui met fin à la déforestation par des mesures autoritaires. Et du coup, on a l'impression un petit peu que Malm finalement avalise en fait finalement l'idée qu'il ne peut y avoir que d'écologie par en haut et qu'il ne peut pas y avoir d'écologie par en bas, ce qui est quand même très problématique venant notamment de quelqu'un qui pourtant participe au mouvement écologiste, mais qui semble finalement s'être construit un peu en réaction par rapport on le voit dans d'autres de ses livres, qui s'est construit un petit peu en réaction par rapport à l'idée voilà d'horizontalité des décisions dans le mouvement écologiste, mais qui finalement ne voit pas que il peut y avoir disons un entre-deux entre un léninisme écologique autoritaire et étatiste et disons un gentil mouvement écolo qui fait des sit-ins et qui passe son temps dans des AG interminables qui n'aboutissent pas à de l'action directe. Alors ouais, du coup, Malm, comme Lénine l'avait fait dans son texte 17, La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer, lorsque la révolution russe était au point de bascule, pressée de toutes parts par l'urgence de la famine et de la guerre. Comme Lénine avait proposé dans ce texte-là un programme de radicalisation des mesures à mettre en œuvre, arrêter la guerre, nationaliser les banques, exproprier et collectiviser la production agraire, l'auto-organisation de la consommation, la redistribution du travail pour toutes et tous, etc. Malm se propose un peu de jouer au Lénine de la crise écologique et en posant son agenda comme ça programmatique des mesures à mettre en place à la fois sur le plan de la pandémie et puis à la fois sur le plan climatique par la suite, quoi. Donc on a un peu les deux temps. Et juste pour avoir une idée un peu claire de ce que Malm défend, bon alors effectivement il y a une sorte de cohérence comme ça dans ces mesures. La question qui se pose c'est de savoir par quels moyens les mettre en œuvre, quoi. Et alors Malm défend le fait
d'imposer un contrôle par l'État sur la production des biens pour mettre fin à la déforestation, à l'échange écologique inégal, à par exemple la consommation de luxe des espèces sauvages dont on a parlé, etc. Donc une lutte sur les causes. Mais ce serait du coup l'État qui rentrerait dans les cahiers de compte des entreprises pour punir ou taxer les pratiques comme ça qui sont de l'ordre des destructions écologiques. Taxer les profits pour reforester les zones tropicales, pour reconstituer des zones d'écosystèmes sauvages, transférer les moyens économiques des pays les plus prospères aux pays les plus vulnérables pour faire face aux symptômes, pour gérer les catastrophes sanitaires, interdire notamment l'import de viande produite sur les territoires déforestés par son véganisme global obligatoire, etc. Mais on voit en fait qu'ils pensent les mesures comme en fait une sorte de redistribution écologique des profits du capital sur la défense des écosystèmes et qu'ils ne posent pas la question de savoir quelles sont les conditions de possibilité pour que l'État tel qu'il existe fasse cela. Alors lui, il dit la condition de possibilité, c'est qu'il y ait une pression par en bas. Oui, mais l'État, en tant que structure dont les finances et le fonctionnement dépendent de la prospérité de son économie dans la concurrence mondiale des différents États, structurellement, se trouve dans l'impossibilité de taxer d'une telle manière l'ensemble de ces productions qui sont basées sur un échange écologique inégal. On peut dire qu'il y a en fait un idéalisme politique chez Malm aussi à concevoir comme ça la possibilité matérielle pour l'État tel qu'il existe, tel qu'il se finance, tel qu'il fonctionne, la possibilité matérielle qu'il a de faire cela. Je suis un peu dans l'exagération parce que Malm va quand même dire effectivement au niveau de l'État national, ce ne serait jamais un truc qui serait faisable parce que il se retrouverait isolé face à tous les autres États qui ne mettent pas en place ces mesures et il se retrouverait du coup perdant d'une concurrence économique et potentiellement la victime d'une guerre impérialiste qui serait menée contre lui. Un peu comme l'État soviétique à l'époque était, disons, la cible de toutes les attaques de toutes parts contre sa nouvelle voie révolutionnaire. Alors Malm, du coup, dit qu'il faut penser une sorte de politique internationaliste qui fasse pression dans chaque État. Mais tant qu'on garde cette structure de l'État, qui est, il me semble, indissociable du bon fonctionnement de l'économie capitaliste qui lui donne ses moyens d'agir, on ne pourra pas mettre en place de telles mesures. Et que c'était également un idéalisme politique de croire que cela pourrait fonctionner d'une telle manière. Et que la structure politique que Malm présuppose est peut-être elle-même inadéquate. Oui, on peut dire d'ailleurs que finalement, en étant un peu provocateur, Malm appelle à une sorte de capitalisme global, régulé écologiquement, à visage humain, dans le sens où finalement, les mesures qu'il propose sont des mesures qui se feraient à l'intérieur du système capitaliste, mais qui en même temps iraient contre sa logique fondamentale. L'espoir comme ça d'une sorte de réforme à tendance révolutionnaire, une sorte de politique de la transition qui reprenne en fait un certain nombre des écueils même du modèle qui est mis en œuvre, celui du léninisme, et des écueils qu'il essaie de critiquer, mais finalement qu'il renouvelle par la porte arrière, quoi, j'ai envie de dire. Et ce serait la même chose en Oui. fait si on regarde les mesures qu'il défend pour faire face à la crise climatique, hein. Alors lui, la mesure principale qu'il défend, c'est le fait de non pas abolir, disons, l'économie fossile. Il est très clair, il dit qu'il faut nationaliser les compagnies pétrolières pour les reconvertir dans la production d'énergie renouvelable et de techniques de captation, séquestration de CO2. Et on voit bien que dans cette logique-là de la reconversion, il présuppose que le modèle économique doit être non pas fondamentalement transformé, mais réemployé à de nouvelles fins, mais en gardant sa structure. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends un petit peu son argumentation. Et elle se défend d'un réalisme politique, mais on peut aussi souligner l'ensemble des contradictions qui fait qu'elle ne serait pas réalisable. Réalisable pour parvenir à quoi? Parvenir à faire chuter les émissions
de CO2 chaque année de manière plus drastique qu'elles n'ont chuté pendant les 3 mois du début du confinement. Elles ont chuté de 5% par mois à l'échelle mondiale durant le printemps. Il faudrait qu'elles chutent de 7,6% par an durant la prochaine décennie pour arriver à la stabilisation à 1,5 degré du réchauffement climatique. Je pense que Malm ne prend pas en fait du tout en compte une troisième voie qui est celle d'une révolution de type insurrectionnel, anti-étatiste, qui se fasse à un niveau mondial en raison d'une, disons, aggravation des contradictions du capitalisme, d'un renforcement de l'antagonisme, et qui aille dans la direction d'une défection, en fait, d'une grande partie du prolétariat de l'appareil productif. Oui, effectivement, cette hypothèse communiste ou communiste libertaire, si on veut préciser pour éviter toute ambiguïté, elle est complètement évacuée par Malm, qui en fait finalement tente effectivement de rejouer Lénine de 1917, finalement en essayant de penser un capitalisme d'État, un peu sur le modèle voilà de l'État soviétique de la fin des années 1910, ou sur le modèle chinois des années 90, disons, remodelé pour que ce soit pas consacré au développement des forces productives, mais plutôt au développement des forces voilà, de transition énergétique et de captation du CO2 dans l'air. Bon, le problème, c'est que Malm envisage ça à un niveau global, alors que le capitalisme d'État de Lénine de la fin des années 1910 ou celui de la Chine des années 90 et 80 se faisait à l'échelle d'un État-nation. Donc, ce qui était au moins, disons, réaliste, avec des effets catastrophiques dans le cas de Lénine et de la Chine, mais disons qu'au moins qui était réaliste. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que Malm ne porte pas d'horizon émancipateur, puisque finalement, ce serait une espèce de capitalisme d'État mondial à visage écologique, et d'autre part que en plus c'est pas très réaliste parce que au moins Lénine envisageait ça principalement à l'échelle d'un État. Enfin, en tout cas, il a fini par devoir l'envisager comme tel puisqu'il n'y a pas eu de révolution mondiale victorieuse. Alors que effectivement, Malm ne voit pas en quoi est-ce que finalement le passage à l'échelle globale, dans le cadre maintenu des États-nations, est complètement impossible. Et je pense que c'est une très bonne conclusion ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la troisième voie que Malm refuse d'envisager, qui serait la plus sûre pour mettre fin à la crise écologique productrice de dérèglement climatique et de pandémie, bon, c'est-à-dire en fait pour mettre fin au capitalisme, serait effectivement une insurrection effectivement globale contre le capital, probablement favorisée effectivement par des conditions objectives. Et ce qu'on peut dire, c'est que en attendant, et ça c'est quelque chose qui est pointé par une critique dans The Brooklyn Rail du livre de Malm, c'est que en attendant, il y a déjà effectivement pas un échelon mondial et insurrectionnel, mais il y a déjà des mouvements, des sujets collectifs, disons, qui luttent contre la crise écologique produite par le capitalisme et qui sont voilà tous les mouvements indigènes ou populaires ou prolétariens contre voilà le capitalisme et sa déforestation et l'agro-business, etc., etc., et que c'est en tout cas provisoirement plutôt du côté de ces mouvements-là anticapitalistes et écologistes de facto, hein, souvent c'est pas des mouvements écologistes forcément affirmés, mais ces mouvements écologistes de facto qu'il faudrait se tourner plutôt que vers l'État comme voilà disons un sujet collectif potentiel, alors évidemment qui dans une phase d'insurrection deviendrait mondiale, et c'est plutôt vers ce type, disons, de sujet collectif qu'il faudrait se tourner, voilà, comme sujet collectif capable de s'opposer au capitalisme et au capitalocène et à sa production de pandémies et de dérèglements climatiques. Peut-être pour un dernier mot, je pense que l'intérêt du bouquin de Malm est aussi en négatif. Dans le désaccord qu'on a avec ses positions, on peut être amené à se demander à quel sacrifice on est prêt pour faire face à l'urgence absolue de la survie de l'espèce humaine, quoi. Et Malm semble être prêt à tous les sacrifices en mettant en avant l'impératif de survie comme la justification ou la légitimation de politiques qui laissent de côté l'enjeu de l'autonomie des luttes
l'autonomie de l'organisation sociale. Voilà. Et je pense que c'est un argument qui en fait est très, très partiel et qui peut mener aussi à une impasse politique assez grave. Oui, je pense qu'effectivement, c'est une bonne conclusion, effectivement, même si il essaye de dire que oui, effectivement, il y a le risque d'un État autoritaire, il y a le risque d'un léviathan climatique, etc. Mais finalement, le problème, c'est que il a beau dire, il a beau faire des critiques sur le communisme de guerre ou sur les risques qu'un État autoritaire entraînerait pour l'autonomie effectivement des individus et des collectifs. Malgré tout, il est prêt effectivement à faire ces sacrifices, alors que évidemment, on peut penser que à la fois il ne faut pas être prêt à faire ces sacrifices, et je pense même qu'on peut dire que, à mon avis, ces sacrifices ne sont pas la condition sine qua non pour une résolution de la crise écologique, mais on peut penser plutôt que c'est en affirmant l'autonomie des individus et des collectifs contre la logique capitaliste et étatiste que une solution au dérèglement climatique et puis à la production structurelle de pandémies pourra être trouvée. Donc en tout cas, on te remercie beaucoup Tim de nous avoir éclairé et d'avoir discuté avec nous voilà de ce livre de Malm qu'on recommande effectivement quand même parce que il fournit quand même une excellente synthèse qu'on a essayé de résumer dans son chapitre Urgence chronique et même son chapitre Communisme de guerre, même si on est en franc désaccord avec lui et qu'il est en partie réaliste et en partie de mauvaise foi. Malgré tout, effectivement, ça nous force effectivement à réfléchir un petit peu concrètement à ce que serait une écologie politique effective qui serait susceptible de mettre fin à la dynamique du capitalisme producteur de dérèglement climatique et de pandémie. Donc merci beaucoup Tim. Et merci à toi aussi, c'était très, très chouette de pouvoir discuter ensemble. C'est partagé. Salut. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.